Se guérir une histoire d'amour. Un titre étonnant. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'histoire d'amour entre le thérapeute et le patient, mais d'histoire d'amour du patient avec lui-même. Je ne sais pas ce que vous pensez de la vie, mais elle paraît bien difficile quelquefois. On a quelquefois l'impression d'être dans cette vallée de larmes, à essayer de gagner son paradis et la sueur de son front, à se battre contre tout et n'importe quoi, à se battre pour trouver du travail, à se battre contre les maladies, contre les virus et les bactéries, à se battre pour, ne serait-ce que pour survivre. Quelquefois, ça apparaît un petit peu fatigant, et on a même envie de baisser les bras. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une autre hypothèse de vie ? Là, on a l'impression que tout nous est hostile dans ce type d'approche. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire au contraire, tout est bon ? Quand on regarde un petit peu autour de nous, les gens qui tombent malades, tomber malade, on se prend les pieds dans quelque chose et on tombe dedans. Et qu'on a l'oreille un petit peu attentive, on perçoit des discours qui ne sont pas toujours aussi fatalistes que ça. Est-ce que vous vous êtes demandé, quand vous attrapez une grippe ou une angine, ce qui s'est passé dans les jours ou les heures qui ont précédé ? L'angine et la grippe, c'est un virus ou une bactérie, c'est un microbe, c'est un agent pathogène qui va provoquer la maladie. Et pourtant, vous n'avez pas remarqué que pratiquement toujours, ça correspond à un moment où vous avez eu des problèmes avec votre patron, vous êtes fatigué, vous êtes disputé avec votre conjoint, vous avez besoin de vous faire dorloter un petit peu. Même un accident. Je pense à ma fille il y a 3 ans maintenant. Elle s'est fait renverser par une voiture avec son vélo. Elle s'est retrouvée avec la jambe pliée en deux, fracture ouverte. Et elle nous disait elle-même, quelques heures après, même pas quelques jours, quelques heures après, elle disait, finalement, j'avais l'impression que ma vie, elle partait un peu de travers. J'étais pas bien, j'étais un petit peu comme enlisé. Et c'est comme si j'avais eu besoin de ce petit coup de pouce un peu violent de l'univers pour m'aider à retrouver un sens. Et effectivement, cet événement, quand on regarde dans son histoire, a été un virage qui lui a permis de se reprendre en main. C'est quand même un petit peu dur de dire un accident, c'est utile à quelque chose. Bon. Observez autour de vous d'autres phénomènes qu'on a de plus en plus de mal à observer, c'est l'histoire des maladies de l'enfant. La rougeole, la rubéole, la varicelle, les oreillons. C'est toujours des virus, ce sont toujours des agents pathogènes. Maintenant, on les vaccine, les enfants, donc vous aurez du mal à observer ça. Mais quand on les vaccinait pas trop, on pouvait observer qu'un enfant qui faisait bien sa rougeole, ses oreillons, sa varicelle, franchissait une étape dans son histoire. Il acquérait un apprentissage. Il était mieux après qu'avant. Vous n'avez jamais remarqué ça ? Tout se passe comme si ces maladies étaient des maladies de type initiatique, c'est-à-dire des étapes dans leur chemin d'évolution. À force de collecter ce genre d'événements, on peut se poser la question de la maladie autrement que c'est la fatalité, ça m'est tombé dessus, c'est la faute au virus ou à la bactérie. Et on peut même poser l'hypothèse que virus et bactéries, loin d'être des agents pathogènes, ils peuvent être des agents de guérison. Reprenez les exemples des angines et des grippes. Si vous les traitez par des antibiotiques, très souvent, vous allez vous apercevoir que ça revient 8 jours, 15 jours, 3 semaines après, ou en tout cas que vous vous traînez péniblement pendant un certain temps. Si vous laissez faire, entendons-nous, en accompagnant en stimulant un petit peu les défenses immunitaires, en aidant la personne à franchir son étape et puis en allant au bout de ce que ça signifie, vous vous apercevez qu'après, vous êtes mieux qu'avant. D'abord, vous avez arrêté de manger quand c'est une infection. Vous avez transpiré par la fièvre. Vous êtes reposé. Bon. Et puis vous avez eu le temps de méditer sur vos soucis, sur vos problèmes, peut-être même de les relativiser. Et vous vous apercevez qu'à ce moment-là, vous repartez d'un bon pied. Vous avez fait du ménage. Donc les virus et les bactéries vous ont rendu service. Alors c'est toutes ces observations-là qui m'ont amené à changer complètement ma façon d'aborder la maladie. Et dans le même temps de ces observations, je menais un certain nombre d'expériences de type scientifique, à partir desquelles
je me suis permis d'élaborer une réflexion plus philosophique, voire métaphysique, c'est-à-dire toute une réflexion sur la conception de l'homme. Dans ce que je vais vous exposer maintenant, vous allez bien faire la part des choses entre la partie expérience, le domaine expérimental, et ça, c'est pas contestable parce que n'importe qui peut le vérifier. Et puis la partie interprétation philosophique. Là, moi, ça me parle bien. Si ça vous parle, tant mieux. Si vous avez d'autres explications, je suis tout ouvert à la discussion, bien entendu. Premier type d'expérience, c'était l'une des techniques que j'ai mis au point il y a maintenant une quinzaine d'années. Ça s'appelle l'holopsonie. C'est le traitement par la musique modifiée. En quoi ça consiste? Ça consiste à faire un test d'écoute, c'est-à-dire à étudier, mesurer comment les gens entendent. On leur fait entendre des sons, fréquence par fréquence, en allant des graves aux aigus. On cherche leur seuil d'audition, oreille par oreille. Eh bien, nous nous apercevons, bien entendu, qu'il y a des gens qui n'entendent pas bien, mais ce n'est pas cela qui m'intéresse vraiment pour cette technique. Nous nous apercevons que pratiquement tous les gens qui sont censés entendre correctement, en fait, ont des pics d'hypersensibilité à certaines fréquences et des creux d'hyposensibilité à d'autres fréquences. Et, curieusement, ces pics et ces creux correspondent à des parties du corps. Par exemple, vous avez mal au genou, une entorse du genou. Donc même un phénomène aigu, traumatique. On fait un test d'écoute, on va s'apercevoir que vous entendez différemment le 500 Hz. 500 Hz, c'est la fréquence de la tonalité du téléphone, quand vous décrochez le téléphone. Ça correspond aussi très proche, c'est très proche du La fondamental des musiciens. Quand on prend le diapason, c'est à peu près cette note-là. Et puis pour repérer un petit peu, à chaque fois que vous doublez de fréquence, vous changez d'octave. Donc ça vous donne une petite idée. Et nous entendons de 35 Hz à peu près à 15 000 Hz. On balaye 9 octaves à peu près. Bien. Alors derrière cette observation des pics et des creux d'hypersensibilité et d'hyposensibilité, nous avons mis au point une technique de traitement par de la musique. Cette musique est prise dans un éventail suffisamment large et elle est découpée en tiers d'octave grâce à l'électronique et à l'informatique, et nous faisons écouter cette musique en filtrant les fréquences que les gens entendent trop bien et en augmentant les fréquences qu'ils entendent moins bien. On fait 6 à 20 séances à raison d'une ou deux par jour. On fait un travail intensif. Et qu'est-ce qu'on observe? Premièrement, très souvent, une disparition des pics et des creux. Déjà, c'est intéressant de s'apercevoir qu'on peut modifier notre façon d'entendre, donc une façon de communiquer, simplement en écoutant de la musique adaptée. Mais ce qu'on observe aussi, deuxièmement, c'est comme si on détricotait les nœuds que les gens sont tricotés. C'est-à-dire que si par exemple, vous avez l'habitude d'avoir un nœud à l'estomac qui va se traduire par un pic à 2000 Hz, que la musique vous efface le pic à 2000 Hz, curieusement, vous allez vous apercevoir que le nœud à l'estomac disparaît. On se sent plus détendu. Il y a d'autres effets secondaires. Ça fait une augmentation des capacités intellectuelles, imaginatives, créatives. Ça permet de faciliter l'apprentissage des langues. Il y a tout un certain nombre d'avantages de cette technique. Mais ce qui m'intéresse dans mon propos, c'est surtout qu'elle permet de vérifier le fonctionnement hologrammique du cerveau et du corps humain. Et je reviendrai dans un instant sur ce que c'est que le fonctionnement hologrammique. Tout se passe comme si, lorsque nous vivons un événement difficile, le corps exprime symboliquement ce que l'événement représentait comme mal vécu. Et il l'exprime de façon hologrammique, ça veut dire que chaque partie du corps contient l'information de l'événement mal vécu. Par exemple, vous avez un ulcère à l'estomac. En général, vous le mijotez depuis longtemps. Pendant longtemps, vous avez eu ce nœud à l'estomac. Si vous creusez un petit peu dans votre histoire, vous vous apercevez que votre mère ne vous a pas bien allaité, vous avez crié après le biberon pendant longtemps avant d'obtenir, vous n'avez pas forcément eu le sein. Ça a créé en vous une peur de manquer de nourriture qui va se répéter. Vous allez au cours de votre vie avoir toujours peur de quelque chose sans savoir très bien de quoi. On fait un test d'écoute, on va s'apercevoir, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il y a un pic d'hypersensibilité sur 2000 Hz, qui est la fréquence correspondante à l'estomac.
on fait écouter de la musique avec la technique de l'holopsonie, on efface le pic à 2000 Hz, le nœud à l'estomac disparaît, et, effet secondaire aussi intéressant, très souvent on observe une remontée à la conscience du souvenir de l'événement qui a été mal vécu. Vous voyez, encore une observation sur ce traitement par la musique. Tout se passe comme si on avait accès à une forme de mémoire hologrammique des événements qui ont été mal vécus. Bien. Donc, première expérience, premier traitement expérimental, l'holopsonie avec le test d'écoute, qui nous permet de dire l'ensemble du petit bonhomme que nous représentons se trouve dans l'oreille interne et chaque partie du corps correspond à une fréquence sonore. Voilà, ça c'est ce que ça nous permet de dire. Et nous avons accès à des problèmes, y compris d'ordre physique, dans leurs composantes psychologiques essentiellement, à partir d'un petit élément du corps qui est l'oreille interne en faisant écouter de la musique. Voilà ce que nous permet de dire ce traitement par la musique. Deuxième type de démarche expérimentale, l'irrigation colonique. Nous faisons maintenant depuis quelques années ici ce qu'on peut appeler autrement des lavages d'intestin. La technique consiste à mettre un tuyau dans le derrière, on fait rentrer de l'eau dans le ventre. Quand les gens ont envie de faire, on ouvre les vannes, on évacue dans le tuyau, on masse le ventre, on re-remplit, on vide, on remplit, on vide jusqu'à ce que ça soit propre. Et nous faisons 4 à 6 séances à raison de 2 par jour. Donc ce n'est pas du Karcher parce que ce n'est pas de la haute pression, c'est au contraire très doux et de la basse pression. On s'aperçoit aussi très curieusement qu'au bout de 2, 3, 4, 5, voire 6 séances, y compris chez des gens qui sont en jeûne depuis quelques jours, et nous avons encore un exemple cette semaine, à la 4e séance, il nous a sorti des paquets de matière, je ne vous dis pas, donc même en jeûne depuis plus d'une semaine, on sort encore quantité de matière, et pas forcément très brillante, même plutôt assez noire, et quand par hasard ça déborde un peu, assez nauséabonde. Bon, ça c'est une observation. Comment se fait-il qu'on puisse garder autant de matière dans le ventre? Deuxième observation, c'est qu'au fur et à mesure des évacuations, très souvent, les gens éprouvent le besoin d'exprimer des souvenirs d'événements mal vécus, très souvent reliés à la petite enfance. Je pense à une dame qui était constipée de longue date, une dame d'une 50aine d'années, qui, au cours d'une évacuation intense, commence, alors que je ne lui demandais rien du tout, à me raconter que quand elle était petite, elle ne supportait pas que sa mère la mette sur le pot dans la boutique où elle était commerçante. Et elle avait toujours été constipée. Bon, elle a compris ça, elle a refait à partir de là tout un travail sur cette histoire-là. C'est une femme qui n'est plus jamais constipée. Bon. Évidemment, on va dire que les irrigations coloniques, ça régularise la constipation. Ça la régularise à condition qu'on fasse un travail aussi de compréhension de ce qui se passe, et on y reviendra également tout à l'heure. Donc tout se passe comme si, quand on vit un événement difficile, un événement que nous ne digérons pas bien, une merde symbolique, pour prendre des termes explicites même s'ils ne sont pas très médicaux, nous les gardons réellement dans l'intestin sous forme de matière qui vont se bloquer dans un repli de l'intestin, ça se dessèche, la muqueuse se referme, et probablement qu'un certain nombre de polypes sont créés comme ça, et puis ça vous empoisonne l'existence, au sens propre et au sens figuré, tant que ça n'a pas été éliminé. Mais pour aller les éliminer, une fois que c'est bien bloqué dans les replis de l'intestin, il faut y mettre le paquet. C'est-à-dire qu'en faisant les techniques qu'on utilise, en allant répéter plusieurs fois, en mouillant les matières, en laissant tremper, entre guillemets, on arrive à les décoller tout ça et à obtenir ce que je viens de vous décrire. Donc, tout se passe comme si les événements mal vécus étaient gardés en mémoire, non seulement dans l'oreille, mais dans l'intestin. Autre type d'expérience. Nous avons ici au centre une baignoire à hélice, où les gens vont se tremper quelques minutes. Après avoir été au sauna, c'est plus facile parce que l'eau est froide. C'est une baignoire qui donne à l'eau une énergie très décapante et très stimulante. Et nous avons pu observer, à l'époque où j'ai fait quelques expériences en ne faisant que ça, des résultats tout à fait intéressants sur des phénomènes de cellulite localisée, de dermalgie réflexe, c'est-à-dire des zones douloureuses sur la peau, de boutons, d'éruptions, simplement par la stimulation. Et un certain nombre de fois, j'ai pu observer aussi des remontées à la conscience
de trucs anciens. Or, la peau, c'est un émonctoire, comme l'intestin, c'est-à-dire qu'on élimine par la peau, et c'est un organe d'essence, comme l'oreille. Or, ces phénomènes de dermalgie réflexe ont été décrits depuis déjà longtemps, notamment par le docteur Jaricot, mais c'est connu aussi par les Chinois, alors depuis beaucoup plus longtemps, par l'acupuncture. Ces phénomènes de dermalgie réflexe sont toujours localisés à un endroit correspondant à un organe. Donc, maintenant qu'on commence à connaître un petit peu mieux la symbolique corporelle, l'organe touché est représenté sur la peau et lui-même symbolise quelque chose qui a été mal vécu. Et là, on rejoint le travail sur la musique et sur l'intestin. Quatrième type de démarche expérimentale, qui est un petit peu plus subtile, donc peut-être plus difficile à vérifier pour des gens qui n'ont pas manipulé ces outils-là, c'est le travail dans la structure énergétique, dans ce qu'on appelle l'aura, ou ce qu'on peut appeler aussi les enveloppes énergétiques. Donc je travaille aussi depuis quelques années avec ça, où j'apprends aux gens à sentir ces structures et à faire des rééquilibrages avec les couleurs, les cristaux, etc., les élixirs, et d'autres outils qui jouent sur l'information et l'énergie. Les mots sont un petit peu difficiles parce que c'est des choses qui sont relativement nouvelles, mais ce que j'ai pu observer avec ces techniques de rééquilibrage de l'aura, il faut savoir que la technique que j'utilise n'est pas une technique où on réfléchit. C'est-à-dire que c'est pas, il y a un problème, par exemple une douleur d'épaule, je vais chercher l'énergie, la couleur, le cristal, l'élixir qui va traiter la douleur d'épaule. Ce n'est pas du tout le type de raisonnement. La démarche consiste à utiliser les propriétés de ce qu'on appelle les enveloppes énergétiques, qui sont une forme de conscience avec laquelle on peut dialoguer. Tout se passe comme si on pouvait demander à la personne ce dont elle avait besoin. À ce niveau de conscience, elle sait nous répondre. Donc c'est comme si on était capable de repérer la couleur, le cristal, l'élixir, adapté à la personne, sans avoir fait d'analyse, sans avoir fait de raisonnement. Donc tout se passe comme si on travaillait en miroir. C'est-à-dire que on ne va faire que ce que la personne a réellement besoin. On ne va faire que ça. Et curieusement, et ça s'est répété vraiment de nombreuses fois maintenant, puisque je fais des stages, donc ça s'est reproduit non seulement dans mes consultations, mais également en stage, curieusement, on observe assez régulièrement des phénomènes de lâcher-prise et de remonter à la conscience d'événements passés. Par exemple, au cours d'un salon à Genève, je faisais à quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, une dame d'une 50aine d'années, un rééquilibrage énergétique avec des couleurs, sans l'avoir interrogé du tout, et au bout de peut-être 2 minutes, peut-être 3 minutes, mais en tout cas vraiment un temps très très court, cette femme s'est effondrée en larmes. Donc je ne la connaissais pas, elle ne savait pas trop ce que je faisais, elle faisait simplement une expérience. Bon, on l'a accompagnée sur un salon, c'est jamais très commode, mais elle est revenue nous voir le lendemain pour nous dire c'est extraordinaire, j'ai résolu le problème avec ma mère. Donc pour elle, ce petit travail en énergétique lui a déclenché tout un processus de libération de mémoire, de choses mal vécues avec sa mère, qui l'a lancé dans un processus d'évolution. Et cette femme, je l'ai revue après, je l'ai revue quelques mois après, j'ai eu l'occasion de la suivre un petit peu, elle est d'ailleurs venue faire un travail ici pour compléter, et je l'ai revue il y a quelques mois, une dizaine d'années après, j'ai eu du mal à la reconnaître, parce que cette femme, elle avait rajeuni de 10 ans, disons qu'elle faisait 10 ans de moins là qu'il y a 10 ans. C'est assez incroyable. Et tous ces problèmes de santé avaient disparu. Comme si simplement un travail dans une structure subtile avait permis un déclenchement de tout un processus. Bien sûr, elle n'a pas fait que ça. Je ne dis pas que c'était le miracle, mais c'est comme si la levée d'une mémoire lui avait permis de rentrer dans un processus. Après ça, elle a mis un certain nombre de mois quand même pour avancer. Donc pour moi, dans mon observation, tout se passe comme si cette structure énergétique, ce qu'on appelle l'aura, garde également en mémoire le souvenir de tout ce qu'on a vécu, et on y a accès en travaillant avec des outils appropriés. Donc ça nous fait quand même un certain nombre d'observations sur l'oreille, sur la peau, sur l'intestin, sur la structure énergétique. Dans ce que nous faisons ici aussi régulièrement, il y a le rebirth. Le rebirth est une technique respiratoire, où on fait une respiration assez dynamique, circulaire, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de respirer entre l'inspiration et l'expiration, et on fait ça sur 3/4 d'heure à 1 heure, et très souvent on s'aperçoit que remonte aussi à la conscience un certain nombre de phénomènes, souvent liés à la respiration et souvent liés à la naissance. Bon. Mais pas seulement, ça peut être des événements de la vie tout à fait variés. Donc tout se passe comme si, ça c'est mon interprétation,
le poumon fonctionnait comme l'oreille et comme la peau. C'est-à-dire qu'il garde en mémoire des événements qui ont été mal vécus, surtout touchant le phénomène respiratoire. Bon, partant de là, on avait entre les mains suffisamment d'éléments pour confirmer une hypothèse de travail qu'utilisent les Chinois depuis longtemps avec l'auriculothérapie, les iridologues avec le travail sur l'iris, ceux qui font des massages des pieds, etc. L'hypothèse que le corps fonctionne comme un hologramme. C'est-à-dire que chaque partie du corps contient des informations de la totalité et donne accès à la totalité. Donc, tout le corps est représenté dans l'oreille interne, sur le pavillon de l'oreille, sur l'œil, dans le nez, sur l'ensemble de la peau, sur les mains, sur les pieds, sur la structure énergétique, etc. Pour bien comprendre ça, il faut aborder cette question de l'hologramme. Qu'est-ce que c'est qu'un hologramme ? L'holographie, c'est une technique photographique. Donc là, on est dans la technique, on n'est pas dans l'hypothèse, on est dans du concret. Ça se fait. Et d'ailleurs, vous avez un hologramme dans le hall de notre centre, derrière le secrétariat. L'holographie est une technique photographique qui utilise de la lumière laser. La lumière laser, c'est une lumière qu'on appelle cohérente, c'est une lumière qui a une longueur d'onde étroite, une bande de longueur d'onde étroite. Par rapport à la lumière blanche, comme les ampoules de cette salle-là, la lumière blanche balaye toutes les couleurs de l'arc-en-ciel regroupées. Eh bien, la lumière laser prend une petite tranche de couleur, par exemple l'infrarouge. On prend un cliché avec la technique holographique, on éclaire l'objet avec cette lumière et on éclaire la plaque photo derrière l'objet. Mais en plus, cette lumière, grâce à un système qui s'appelle une fente de Young, est coupée en deux, elle est divisée en deux et une partie est renvoyée sur un miroir et vient éclairer en surimpression la plaque photographique. Nous développons la plaque photographique après avoir fait le cliché dans ces conditions-là. On obtient un cliché sur lequel nous ne voyons pas l'image de l'objet. Nous voyons ce qu'on appelle des stries d'interférence lumineuse. C'est-à-dire que les deux faisceaux lumineux viennent se superposer et créent ces stries d'interférence lumineuse. Maintenant, projetons ce cliché dans les conditions de la prise de vue. Nous obtenons une image de l'objet dont la première caractéristique est d'être en relief. Et c'est ça qui est connu de l'hologramme. C'est-à-dire qu'un hologramme, c'est une photographie en relief. Et la deuxième caractéristique de ce cliché, qui nous intéresse ici tout particulièrement, c'est que si je découpe un morceau du cliché, quelle que soit sa taille, quel que soit l'endroit où je prends ce morceau sur le cliché, que je le projette dans les conditions de la prise de vue, j'obtiens toujours une image de la totalité de l'objet. D'un point de vue différent, en fonction de l'endroit d'où je prends le morceau, je perds en relief. Plus je diminue le morceau, moins j'ai de relief. Donc, ça veut dire que chaque partie de mon cliché contient des informations de la totalité. Maintenant, si je prends en photo un autre objet, sur le même cliché, mais en mettant une lumière avec une autre incidence, c'est-à-dire je projette avec un angle du rayon un petit peu différent de la première photo. Et toujours, cette même lumière qui change d'angle, je l'envoie sur un miroir, elle va éclairer en surimpression le même cliché. Je développe le cliché. Je projette le cliché dans les conditions de la deuxième prise de vue, donc avec un angle de lumière qui a changé par rapport à la première fois, j'obtiens l'image du deuxième objet en relief. Si j'éclaire avec la première incidence, je retrouve mon premier objet en relief. Et si je découpe un morceau du cliché, quel que soit l'endroit où je le prends, je vais toujours obtenir, en fonction de l'incidence de ma lumière, l'un ou l'autre objet dans sa globalité, mais en changeant de point de vue et en diminuant le relief. Et bien avec cette technique-là, en changeant l'incidence de la lumière, l'angle de la lumière, sur un timbre-poste, on peut imprimer 200 Bibles.
Alors les ordinateurs dont vous voyez les prix fondre à vue d'œil de mois en mois, en même temps que leur puissance augmente, n'utilisent actuellement que des signaux plus ou moins, c'est-à-dire ça passe ou ça ne passe pas. Ils n'ont pas encore maîtrisé, c'est à l'étude, toute l'utilisation de la lumière avec les incidences différentes et les longueurs d'onde différentes. Et je peux vous dire que dans quelques mois ou quelques années, quand ça va être maîtrisé, l'augmentation des puissances des ordinateurs, ça va être non pas décuplé, mais multiplié par un coefficient qu'on est incapable de soupçonner aujourd'hui. Ça nous donne une petite idée de ce que notre cerveau est capable de faire, puisque, avec ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, notre cerveau et notre corps fonctionneraient de cette façon-là. C'est-à-dire chaque partie du corps contient des informations de la totalité. Et j'ajoute, donne accès à la totalité, puisqu'on y a accès avec la baignoire, avec l'irrigation colonique, avec la musique, etc. Comprendre ça, ça va nous dérouter un petit peu, parce qu'il faut aller au bout de la démarche. Ça veut dire que l'ensemble de l'être humain est représenté sur chaque organe, mais sur chaque morceau d'organe, sur chaque cellule de chaque organe, sur chaque molécule de chaque cellule de chaque organe, puis sur chaque atome de chaque molécule, voire sur chaque électron. Bon. Donc ça va être vrai pour jusqu'à l'infiniment petit. Petite digression, c'est que un petit rappel sur la physique contemporaine, pour nos physiciens, l'électron c'est la base de la matière. Or l'électron n'existe comme matière que quand on l'attrape. Sinon, il n'existe que comme potentialité de matière. Or, on est tous fabriqués comme ça. C'est-à-dire qu'en physique, l'électron s'écrit avec une formule mathématique savante qu'on appelle les équations de Schrödinger. Bon, je ne vais pas vous les décrire là, d'abord j'en serais bien incapable. Ces équations, vous avez certainement fait dans votre jeunesse des équations à plusieurs inconnus. Eh bien, ces équations ont une infinité de solutions. On trouve une solution à cette équation, on donne à ce moment-là, on donne une solution à l'équation, on donne en même temps la forme de l'électron. Et on est tous construits comme ça. Donc, si on en croit nos physiciens, la matière n'existe que parce qu'on la met en évidence. Nous existons les uns par rapport aux autres que parce que nous nous mettons en évidence les uns par rapport aux autres. Alors, quand vous avez compris qu'on fonctionne comme un hologramme, ça laisse entendre que nous avons la possibilité de créer la matière de façon hologrammique à nous, et on va voir après jusqu'où on peut aller, en fonction des solutions qu'on donne à l'équation. Je reste un petit peu en termes mathématiques. Bon, j'étais arrivé à l'électron. L'électron nous laisse penser que la matière, elle existe parce qu'on l'attrape, parce qu'on la met en évidence. Donc nous sommes capables de créer la matière à partir de potentialités. Maintenant, on remonte dans l'autre sens. Si un organe représente l'ensemble du corps, la moitié du corps représente l'ensemble du corps, et l'ensemble du corps, il représente quoi? Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Hein? Donc, partons de l'hypothèse que notre cerveau fonctionne bien comme un filtre hologrammique. On pourrait très bien imaginer que notre corps, grâce à ce filtre hologrammique, est un hologramme de quelque chose qui est de l'autre côté du cerveau, qui est un organe particulièrement mal connu. Là, je vais rejoindre des travaux de Régis Dutheil sur la conscience superlumineuse. Régis Dutheil a l'avantage d'être physicien. Lui, il dit ceci: la vitesse de la lumière, en physique, est un plafond qu'on ne peut pas dépasser. Il dit, bon, pour pouvoir dire ça, on introduit dans les formules mathématiques un certain nombre de constantes. C'est donc que ce n'est pas forcément si évident que ça, que c'est un plafond qu'on ne peut pas dépasser. Par ailleurs, il existe des expériences de parapsychologie, de transmission de pensée notamment, qui laissent entendre qu'on peut avoir des transferts d'informations plus rapidement que la vitesse de la lumière. Donc il dit, d'accord, on peut considérer que la vitesse de la lumière est un plafond qu'on ne peut pas dépasser. Mais pourquoi ça ne serait pas également un seuil d'une autre dimension? Et il définit de cette façon-là la conscience sous-lumineuse, qui est la dimension pour laquelle la vitesse de la lumière est un plafond, et la conscience superlumineuse, pour laquelle la vitesse de la lumière est un plancher.
Ça, c'est Régis Dutheil. Maintenant, ça devient à nouveau du Bourdin. Faut quand même, parce que je ne suis pas sûr qu'il approuverait complètement ce que je veux dire. Maintenant, plaçons le cerveau, un filtre hologrammique, plaçons ce cerveau à la frontière entre le sous-lumineux et le superlumineux. Le cerveau a des capacités qu'on ne soupçonne pas encore. Si ce cerveau, qui a montré sa capacité à fonctionner comme un hologramme par les expériences que je vous ai citées, si c'est un filtre hologrammique entre ces deux dimensions, ça veut dire que notre corps est hologramme de quelque chose qui est dans la conscience superlumineuse. Et puis il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Ce quelque chose dans la conscience superlumineuse peut très bien lui-même être hologramme d'autre chose. Et de poupérus en poupérus, nous pouvons considérer que notre corps est hologramme de la conscience superlumineuse. Alors là, après, vous pouvez mettre tous les mots que vous voulez. Vous pouvez mettre univers, vous pouvez mettre divin, vous pouvez mettre conscience superlumineuse, conscience universelle, amour inconditionnel. Pourquoi je dis amour inconditionnel? Je vais y revenir tout à l'heure. Parce que aimer quelqu'un, c'est lui permettre d'exister, essentiellement. Donc qu'est-ce que fait d'autre que l'univers que permettre à tout ce qui existe d'exister? Donc c'est pour ça qu'on peut mettre l'équivalence d'amour inconditionnel. Mais alors, ça donnerait à notre corps une fonction bien précise, qui est celle d'être hologramme de l'univers. On se pose des questions pour savoir qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre. Eh bien, la réponse que je propose est celle-ci. Notre fonction est essentiellement de réaliser dans notre corps l'hologramme de l'univers. D'autre façon de dire, c'est de dire notre rôle sur cette terre est d'être une façon d'exister de l'univers ou du divin ou de la conscience superlumineuse dans un niveau d'existence qui est le niveau de notre incarnation. Rappelez-vous l'hologramme, l'holographie, le cliché holographique. Chaque partie du cliché, quand on le projette, donne le reflet de l'ensemble de l'objet d'un point de vue, et puis avec beaucoup moins de relief. Eh bien, notre fonction, elle n'est pas compliquée. Elle est uniquement de réaliser à la perfection une façon d'être de l'univers. Et je rejoins ma petite digression sur l'électron et sur la création de la matière. Notre cerveau a la capacité de faire advenir dans une réalité, donc de créer dans une réalité, quelque chose qui sera lié à nous, à ce que l'on est, nous, notre point de vue. Ce quelque chose sera hologramme de l'univers. Et notre corps connaît le chemin pour arriver à réaliser cet hologramme de l'univers. Vous allez me dire, c'est facile dans les mots, mais c'est peut-être compliqué dans la réalité. Eh bien non, c'est pas compliqué. Notre corps connaît le chemin. Et il va nous l'exprimer. Si mon hypothèse est juste, les expériences que nous vivons, les événements que nous traversons, ce sont des expériences qui vont nous permettre de réaliser cet hologramme. Nous allons réagir aux expériences avec notre capacité de créativité pour réaliser cet hologramme. Donc chaque événement devient expérience qui va nous apprendre à devenir un être humain, c'est-à-dire un hologramme de l'univers. Bon. Alors il y a un certain nombre d'événements que nous vivons bien comme des expériences qui nous font grandir. À ce moment-là, notre corps s'épanouit. Et puis, de temps en temps, même peut-être régulièrement, nous traversons un événement difficile que nous n'arrivons pas à vivre comme une expérience, dont nous n'arrivons pas à apprendre la leçon. C'est pas grave, ça n'a pas une grosse importance, parce qu'on est dans un processus d'évolution et de création. Donc le cerveau va marquer quelque part, cette leçon-là n'a pas été apprise. Et puis, il va marquer l'information sur l'organe symbolique de l'événement dont la leçon n'a pas été apprise, et puis il va marquer l'information partout, de façon hologrammique, puisqu'il fonctionne comme ça. On va vivre d'autres événements, d'autres expériences, qui vont être intégrées, et puis d'autres qui ne vont pas l'être. On recommencera le processus, ça sera des leçons non apprises. Puis comme la leçon n'a pas été apprise, eh bien notre conscience reliée à la conscience superlumineuse va nous permettre de revivre un événement analogue
à ce qu'on n'a pas appris comme leçon, puisqu'il faut bien finir par les apprendre, ces leçons d'être humain. Si on les apprend, c'est très bien, notre corps reprend son évolution. Puis si on n'apprend pas la leçon de ce nouvel événement, c'est pas grave non plus, parce qu'on a le temps, on est dans l'éternité. Simplement, le cerveau va marquer, deuxième signal, leçon non encore apprise. Puis il va transférer l'information sur l'organe symbolique de l'événement dont on n'a pas appris la leçon, et il va transférer l'information sur tous les organes de façon hologrammique. Et puis bien, on va répéter les événements analogues à ceux dont on n'apprend pas la leçon, jusqu'à ce qu'enfin on comprenne. Hein ? Le problème, c'est qu'à force de marquer leçon non apprise, eh ben, le cerveau il va s'encrasser. Et quand je dis s'encrasser, c'est au sens propre comme au sens figuré. Pourquoi je dis ça ? Je suis convaincu aujourd'hui que l'une des façons qu'utilise notre conscience et notre corps pour exprimer symboliquement et de façon hologrammique les leçons qui n'ont pas été apprises, c'est l'utilisation des toxines de l'alimentation et de la pollution et de tout ce qui nous entoure. Le docteur Kousmine, qui a beaucoup travaillé sur le cancer et la sclérose en plaques, disait aux gens, vous mangez n'importe quoi, le corps, pour se protéger de vos n'importe quoi, de toxines, il les stocke dans un endroit du corps pour protéger le reste. Et puis au bout d'un moment, il y en a tellement que ça sature et ça se transforme en cancer. Ce que disait pas le docteur Kousmine, c'est que c'était jamais un hasard si les toxines elles étaient à un endroit. Et elle leur disait, vous faites des irrigations coloniques et puis changez votre alimentation, vous verrez que ça va aller mieux. Et elle avait en grande partie raison. D'ailleurs, elle-même, elle est morte à 90 et quelques années en ayant respecté ce qu'elle disait. Donc ça veut dire que ce qu'elle disait, ça avait une certaine cohérence. Les expériences avec l'irrigation colonique qui nous montrent une remontée à la conscience d'événements quand on élimine les toxines du corps vont dans ce sens-là aussi. Parce que quand on voit la tête des gens après les irrigations coloniques, ou la peau simplement, on s'aperçoit qu'elle est beaucoup plus propre, beaucoup plus vivante, beaucoup plus nettoyée, comme si on avait éliminé les toxines non seulement de l'intestin, mais de l'ensemble du corps. Puis curieusement, ça fait remonter des choses à la conscience. Bon. J'ai fait des expériences aussi avec un produit qui s'appelle le sable de corail, qu'on met dans de l'eau, qui rend l'eau très drainante, très minéralisante, très vivante, mais surtout là, donc très drainante. Et je me suis aperçu chez un certain nombre de personnes qui n'avaient fait que ça, qu'elles racontaient aussi des choses qui remontaient à la conscience. Bon, ça m'a fait tilt aussi, peut-être parce que j'étais orienté vers une direction, mais ça m'a fait aussi tilt. Donc je me suis dit, on peut imaginer que les toxines ne vont pas n'importe où. Elles vont à l'endroit symbolique des choses qui sont mal vécues. Bon. Ce qui va dans le même sens, c'est que si vous prenez n'importe quel chercheur dans n'importe quelle maladie, tous les chercheurs pratiquement sont capables de trouver la cause ou une cause essentielle de toutes les maladies. Vous prenez le cancer, vous prenez un psychologue, il va vous dire il y a une dimension psychologique. Vous prenez un diététicien, il va vous dire il y a une dimension alimentaire. Vous prenez un généticien, il va vous dire il y a une dimension génétique. Vous prenez un virologue, il va vous dire on a trouvé un virus. Enfin, vous pouvez tous les passer en revue. Il y a toujours une réponse. Moi, j'ai trouvé d'où venait le cancer. Je pense qu'ils ont tous raison. Mais je pense que la solution, elle est encore en amont. Donc, mon hypothèse aujourd'hui, c'est que notre cerveau et notre corps sont capables de stocker les toxines dans les endroits symboliques des événements qui ont été mal vécus. Ce qui me fait dire ça aussi, c'est que j'ai eu en irrigation colonique, à une période, 2 personnes âgées qui m'ont dit « Oh mais docteur, nous on bouffe que de la salade depuis 15 ans, que de la salade bio depuis 15 ans, vous n'allez rien nous trouver dans les boyaux. » Et qui m'ont sorti, ils étaient des mecs comme des coucous, ils m'ont sorti pendant 6 séances des paquets de matières invraisemblables. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé chez ces gens-là? C'est qu'en fait, ils ont tout polarisé sur la nourriture. Ils ont simplement oublié de vivre. Ils ont oublié qu'il n'y avait pas que la nourriture dans la vie. Puis alors, vous avez des gens qui mangent n'importe quoi, et puis il y a 80 ans, ils sont encore vivants. Ils ont fumé, ils ont bu. Miss Calment, là, qui est morte il n'y a pas longtemps, elle buvait son petit apéritif tous les jours, elle mangeait son chocolat tous les jours, puis elle a quand même passé 120 ans. Bon. Donc tout se passe comme si on était capable de manger n'importe quoi, et quand on est bien dans ses chaussures, bien dans sa tête, d'éliminer pratiquement tout ce qui ne nous convient pas. Et à contrario,
comme si on pouvait manger l'alimentation la plus pure, la meilleure qui soit, on va toujours trouver le moyen de pomper dans cette alimentation la plus saine possible le peu de toxines dont on va avoir besoin pour exprimer symboliquement ce qu'on n'a pas bien vécu. Bon. Ça, c'est mon hypothèse. En tout cas, ça fonctionne bien quand on fait du nettoyage. Alors, je reviens à mon cerveau. À force de ne pas comprendre les leçons d'une expérience qui se répète, et voyez dans votre vie comment vous avez des phénomènes de répétition. Je retombe toujours dans les mêmes pièges. À force de vivre, de ne pas apprendre les leçons, eh bien le cerveau s'encrasse réellement et le corps s'encrasse. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus de toxines qui vont se mettre dans le cerveau et dans les organes. Mais à ce moment-là, le filtre s'opacifie et la communication avec la conscience superlumineuse se fait moins bien. Et notre corps ne se développe plus harmonieusement. Et d'ailleurs, le fait de faire des nettoyages comme on fait ici, ce qui est tout à fait étonnant, c'est de voir les témoignages des gens. Ils ne nous disent pas rarement j'ai moins mal à mon épaule ou j'ai ça qui s'est guéri. Pratiquement toujours, ils parlent de quelque chose de l'ordre de l'ouverture sur une dimension, je vais carrément dire le mot, sur une dimension d'amour, pratiquement. Hein, la plupart des témoignages disent quelque chose de cet ordre-là. Alors que l'essentiel du travail qu'on fait ici, c'est de nettoyer, de retirer les toxines. C'est quand même assez étonnant cette histoire-là. Bon. Donc le cerveau s'encrasse si on n'apprend pas les leçons. Les organes s'encrassent. Et puis, comme disait Kousmine, à force d'avoir des toxines bloquées dans un organe, il finit par se cancériser, par tomber malade. C'est pas forcément le cancer, ça peut être autre chose. Ça peut être de l'arthrose, des rhumatismes, ça peut être un diabète, ça peut être n'importe quel type de maladie. Hein. Et puis, on va finir par tomber malade, voire par en mourir. Bon. Ce qui n'est pas grave non plus d'ailleurs, parce que la mort, c'est qu'un changement d'état. Hein. Mais on va mourir avec nos leçons apprises et nos leçons non apprises. C'est pour ça que dire à quelqu'un, priver à quelqu'un de l'information qu'il joue sa mort ou sa vie dans une maladie grave, c'est le priver d'une possibilité d'apprendre des leçons. Parce que plus vite on aura appris les leçons dans cette existence-ci, là c'est encore une hypothèse pour moi, hein, c'est une conviction pour moi, mais ça reste une hypothèse de réflexion, hein, moins on aura de leçons à apprendre dans d'autres existences. Mais ce qu'on n'a pas appris, ça n'a rien de dramatique. On va partir avec nos leçons non apprises, et puis d'autres qu'on n'avait pas forcément au programme, quoi. On va redoubler pour les modules qu'on n'a pas appris. Et je crois aujourd'hui qu'on met en place, pendant les 6 premières années de notre vie et pendant la vie intra-utérine, les nœuds correspondant aux leçons qu'on n'a pas apprises dans une autre existence. Ce qui permettrait d'expliquer les problèmes héréditaires, les problèmes de choix familiaux plus ou moins difficiles à vivre. Donc moi aujourd'hui, je pense que nous mettons en place pendant les premières années de la vie, il paraît que ça se joue avant 6 ans, tout ce qu'on n'a pas appris comme leçons pendant les autres existences, ou les leçons qu'on s'est donné à apprendre, notre petit programme, là, on s'est donné là. Alors plus vite on va les apprendre, plus vite on pourra passer à d'autres leçons. Alors je ne sais pas si j'ai raison, parce que ça c'est une hypothèse. Ce que je sais, c'est que ça fonctionne très bien. C'est opérant. C'est-à-dire que si vous prenez un malade héréditaire, quelqu'un qui s'est trouvé une famille complètement tordue, qui l'a esquinté dans son enfance, si vous lui dites « mon pauvre petit, c'est quand même dommage que ça t'arrive à toi, c'est bien malheureux », vous l'enfoncez dans son problème. Ça ne va pas le faire avancer. Si vous lui dites « écoute, moi je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ce que je sais c'est qu'à travers ces événements-là, que tu as vécu difficilement, il y a des leçons. Et des leçons, c'est toujours des leçons de vie, c'est des leçons d'humanité. » On va voir tout à l'heure qu'est-ce que j'entends par leçon de vie, leçon d'humanité. Je ne vais pas vous laisser au milieu du gué. Eh bien, on s'aperçoit que c'est opérant, dans le sens où ces gens-là, ils retrouvent un sens à la vie. Et ils trouvent le sens que ça peut avoir pour eux. Et là, j'ai dans la tête un de mes amis qui était polio depuis l'enfance, qui marche qu'avec des appareillages. Et lui-même disait, cette maladie-là, je sens bien que je me la suis tricotée. Et je sens bien que ça m'a aidé à apprendre un certain nombre de choses. Moi, j'aurais pas osé dire quelque chose comme ça. Mais je l'ai entendu par quelqu'un qui est polio depuis très longtemps. Bon. Donc l'hypothèse, elle marche. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire apprendre une leçon d'un événement? Qu'est-ce que c'est qu'un événement qu'on ne vit pas bien et qu'est-ce que c'est qu'une leçon que l'on n'apprend pas? Apprendre une leçon, c'est simplement devenir un être humain complètement accompli. Et un être humain accompli,
C'est un être humain qui a satisfait tous ses besoins fondamentaux. Il y a plusieurs façons de parler des besoins fondamentaux. Je vais m'appuyer sur la grille de lecture orientale qui est celle des chakras, des 7 chakras. Nous sommes intégrés dans une structure subtile qu'on appelle l'aura, qui est composée d'un certain nombre d'éléments énergétiques, dont les chakras, qui sont 7 vis qui traversent l'ensemble de la structure. La première se trouve au niveau du périnée, la deuxième en dessous du nombril, la troisième au niveau du plexus solaire, la quatrième entre les seins au niveau du cœur, la cinquième au niveau de la gorge, la sixième entre les yeux au niveau du front et la septième au-dessus de la tête. Ce sont donc des grandes vis énergétiques qui traversent toute la structure à ces niveaux-là. Et pour les orientaux, chacune de ces structures énergétiques, chacun de ces chakras, correspond à une fonction ou à un besoin fondamental. Le premier chakra, qui est le chakra sacré, qui est au périnée, correspond au besoin de sécurité, au besoin d'enracinement. On l'appelle aussi le chakra racine. Il va avec le système de croyance. On a besoin de sécurité dans nos croyances. Deuxième besoin fondamental, en dessous du nombril, ça correspond à la sexualité et à la fécondité. Sexualité-fécondité, ça veut dire créer ou procréer quelque chose ou quelqu'un avec les énergies du sexe complémentaire. Troisième besoin fondamental, troisième chakra, se trouve au niveau du plexus. Ça correspond au besoin fondamental de la nourriture et du travail. La nourriture, c'est le fait de transformer la matière pour se l'assimiler et continuer sa croissance. Le travail, ça devrait être la transformation de la matière, au sens large, autour de nous, au service du développement de l'humanité et de la planète. Aujourd'hui, c'est plutôt une façon de gagner sa croûte. Mais bon, j'espère que ça va changer. Quatrième besoin fondamental, le chakra cardiaque, entre les seins, c'est le besoin d'amour affectif, c'est le besoin d'être reconnu, le besoin d'être aimé, d'être reconnu, et le besoin d'aimer et de reconnaître. Le cinquième chakra, cinquième besoin fondamental, qui est au niveau de la gorge, c'est le besoin de communiquer. Il est en lien direct avec les bras, c'est le besoin de s'exprimer. Le sixième besoin fondamental est entre les yeux, c'est le chakra de la connaissance. Connaître, étymologiquement, ça veut dire naître avec. C'est-à-dire, c'est faire l'expérience de. Et au sens biblique, c'est plus fort que ça, c'est faire l'amour avec. Donc c'est vraiment rentrer dans l'expérience. Il n'y a de connaissance que par l'expérience. Sinon, c'est du savoir. Le savoir est intégré quand il passe par l'expérience. Il y a des progrès à faire dans l'éducation nationale. Septième chakra, septième besoin fondamental, c'est le chakra coronal qui est au-dessus de la tête. C'est celui qui correspond au besoin d'ouverture spirituelle. C'est la nécessité de se sentir relié à quelque chose qui est au-dessus de nous, dont on est une émanation. Dans mon schéma, c'est ce qui nous relie à la conscience superlumineuse. C'est ce qui nous permet, par le cerveau, de devenir hologramme de l'univers. Eh bien, quand vous avez satisfait ces 7 besoins fondamentaux, vous êtes tellement bien, tellement heureux, que vous rayonnez de quelque chose de l'ordre de l'amour, et de l'amour inconditionnel. Parce qu'en fait, vous êtes très content que les autres vivent aussi ce qu'ils ont envie de vivre dans leurs besoins fondamentaux. On nous a dit dans la culture judéo-chrétienne qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. On a beaucoup oublié le comme soi-même. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a besoin de se recentrer sur le comme soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement que aimer quelqu'un, c'est accepter qu'il puisse exister. Donc pour un être humain, ça veut dire accepter qu'il puisse satisfaire ses besoins fondamentaux. Or, il se trouve qu'on n'a pas les mêmes. On n'a pas les mêmes besoins de sécurité. Vous avez des gens, ils sont à peine rassurés s'ils ont une grosse maison, une grosse voiture, des gardes du corps, s'ils savent faire du combat rapproché, ou si, enfin vous voyez. Puis il y en a d'autres, ils n'ont rien. Ils se promènent, une femme bien dans ses baskets peut se promener à 11h du soir dans le métro. Si elle se sent en sécurité, elle sait qu'elle n'aura pas de problème.
Il y a une espèce de sécurité intérieure vers laquelle on peut tendre. Bon, il y en a qui ont besoin de rien pour se sentir en sécurité. Il y en a qui ont besoin d'appartenir à une religion, d'avoir un système de croyance pour se sentir en sécurité aussi. Puis il y en a d'autres, ils sont ouverts sur quantité de possibilités, ça ne les gêne pas, ils se sentent bien avec ça. Bon, chacun ses besoins fondamentaux. Besoin de sexualité, il y en a qui sont bien tout seuls dans le désert, hein. Il y en a qui ont besoin de 36 maîtresses, il y en a qui vivent l'amour avec une seule personne, il y en a qui vivent avec un partenaire du même sexe, et puis ça peut être comme ça à un moment donné, ça peut changer à un autre moment. Bon, chacun ses besoins de sexualité. Il y en a qui ont besoin d'avoir plein d'enfants, il y en a au contraire, ils vont procréer autrement qu'avec les enfants. Chacun sa vie. Troisième besoin fondamental, il y en a qui peuvent se contenter d'un plat de riz tous les jours, puis il y en a d'autres, s'ils ne vont pas au restaurant régulièrement et s'ils ne mangent pas des plats très très raffinés, ça ne va pas. Il y en a qui peuvent être complètement contemplatifs, c'est-à-dire pas travailler. Puis il y en a, s'ils ne s'agitent pas tout le temps dans tous les sens, ils ne se sentent pas bien. Hein? Quatrième besoin fondamental, vous en avez qui ont besoin d'avoir plein d'amis. Puis il y en a, ils ont leur conjoint et puis quelques relations, ça leur suffit. Cinquième besoin fondamental, il y en a qui ont besoin de parler tout le temps. Et puis il y en a qui vont s'exprimer avec les mains, il y en a qui vont peindre, il y en a qui vont chanter, il y en a qui vont bien apprécier le silence. Sixième besoin fondamental, la connaissance. Il y a tellement de choses possibles sur cette terre qu'il n'est pas possible de faire toutes les expériences. Mais est-ce que ça a de l'importance ? Si je m'autorise à faire mes expériences à moi, je vais laisser les autres faire les leurs. L'ouverture spirituelle. Si moi j'ai besoin d'une religion pour m'ouvrir spirituellement, puis que l'autre il n'en a pas besoin, qu'est-ce que ça peut faire ? Eh bien vous ferez l'expérience que si vous vous occupez bien de vos besoins fondamentaux, vous serez dans un état de bien-être qui ressemble à quelque chose de l'ordre de l'amour, qui fait que vous serez très content que les autres vivent les besoins comme ils ont envie de les vivre. Alors comment on va arriver à ça, à s'occuper de nos besoins fondamentaux ? En plus, quand vous avez compris le fonctionnement hologrammique, vous réalisez, comme vous êtes hologramme de l'univers, si vraiment vous vous occupez de vos besoins fondamentaux de façon saine, en étant relié à la conscience superlumineuse, eh bien ce que vous faites pour vous, c'est nécessairement bien pour les autres, puisque c'est hologramme de l'univers. Or, vous ne pouvez pas savoir ce qui est bien pour l'autre. Vous pouvez uniquement savoir ce qui est bien pour vous. On va voir comment. Et quand vous êtes dans cet état de grâce, où vous êtes tellement bien que vous avez envie d'aimer tout le monde, eh bien vous êtes dans ce que j'appelle la conscience christique. Enfin, je ne suis pas seul à l'appeler comme ça, pour moi ça rejoint notre tradition chrétienne. C'est-à-dire que vous êtes la perfection de l'être humain, vous êtes Dieu incarné. Parce que dans notre tradition chrétienne, on nous dit que Jésus, il est à la fois homme et Dieu. S'il est réellement pleinement homme et pleinement Dieu, ça veut dire que la plénitude de l'homme, c'est le divin. Sinon, il y a une tricherie quelque part. C'est impensable de vivre la plénitude de l'humanité et toutes ces angoisses qu'on se traîne, si quelque part on a quelque chose en plus qui est d'être Dieu. Sauf si la plénitude de l'humain, c'est le divin. Et c'est ce que je crois aujourd'hui. Nous sommes hologrammes du divin. Nous sommes une façon d'être du divin sur la terre. Alors comment y arriver ? Vous allez me dire, c'est bien compliqué ça. Devenir amour inconditionnel. Commencez à me suivre dans Se guérir une histoire d'amour. Nous avons à l'intérieur de nous tous les outils suffisants pour savoir quels sont nos besoins fondamentaux à un moment donné. Ce sont les désirs et les émotions. Les désirs, ce sont des expressions de nos besoins fondamentaux. Dans ce sens, tout désir est légitime. Et je dis, ne résistez pas à la tentation. Parce que la tentation, c'est un désir, et tout désir est légitime. Le problème, c'est qu'on est tellement tordu qu'on va avoir tendance à prendre un désir d'un besoin fondamental pour un autre besoin fondamental. C'est là où est le piège. C'est qu'on nous a tellement bien éduqués. Par exemple, j'ai envie de faire l'amour. C'est le deuxième besoin fondamental. Mais je n'ai pas le droit
ou je peux pas, on a plein de raisons, hein, ben, je vais manger du chocolat, ou je vais fumer, ou je vais foncer dans un travail éperdu, ou je vais me faire plein d'amis, ou je vais parler tout le temps, ou je vais aller dans un intellectualisme sans limite, ou je vais me croire très spirituel, je vais m'occuper surtout de là-haut, alors que ce serait si simple de simplement trouver le moyen de faire l'amour. Mais ça va être vrai dans les autres systèmes. Je me sens en insécurité, une façon de fuir cette insécurité, c'est de s'enfermer dans une religion rigide. C'est de fuir dans le travail, c'est de compenser cette peur en mangeant beaucoup. Enfin, vous pouvez prendre toutes les solutions. Hein. Chaque besoin fondamental fonctionne aussi comme un hologramme. C'est-à-dire que vous prenez la sexualité, ça va se vivre dans la sécurité. Il y a une nourriture qui facilite ou qui calme la sexualité. Ça va se faire dans la relation affective, ça va se faire dans la communication, dans l'expérience, pas seulement devant la télé, dans l'ouverture spirituelle. Mais les décalages vont se faire aussi. C'est-à-dire que je peux vivre mal ma sexualité en développant les autres besoins fondamentaux. Ça marche dans tous les sens. Donc c'est ça qu'il faut corriger. Alors c'est important d'aller au bout de ces désirs, parce que chaque désir correspond à un besoin fondamental, mais il faut y aller consciemment, de façon à pouvoir utiliser les outils à notre disposition pour vérifier que les besoins fondamentaux sont satisfaits et pour vérifier qu'un désir est bien connecté sur un besoin fondamental. Et ces outils, ce sont les émotions. Et il n'y en a pas 36 des émotions, il y en a 5. La première émotion, c'est la joie. Si vous êtes heureux, c'est que vos besoins fondamentaux, à un moment donné, sont satisfaits. Vous pouvez être tout seul, dans une tente, à manger que des sauterelles grillées, sans sexualité, à croire à rien de particulier, pas avoir de religion. Donc dans le silence, si vous êtes heureux à ce moment-là, ça veut dire que vos besoins sont satisfaits. Vous pouvez avoir une super baraque, une super bagnole, plein d'amis, plein de maîtresses, une femme, des enfants, tout ce que vous voulez, parler, faire des discours, faire des conférences, être gourou dans une religion, enfin tout ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas heureux, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un ou des besoins fondamentaux qui ne sont pas respectés. C'est le critère clé. Et la joie est contagieuse. La joie est quelque chose de l'ordre de l'amour qui est contagieux. Les 4 autres émotions, ce sont les signaux qui vont nous dire, tiens, il y a un ou des besoins qui ne sont pas satisfaits, ou mon désir n'est pas bien adapté. C'est quoi ces 4 émotions ? La colère, la tristesse, la peur, la douleur ou la gêne. Quand vous sentez l'une de ces 4 émotions, c'est un signal d'alarme. Qu'est-ce qui en moi n'est pas respecté ? Et vous avez la grille des chakras qui est assez commode. Il y a un de ces 7 besoins qui n'est pas respecté. Un signal, c'est un signal. Hein. Si vous écoutez le signal, vous pouvez l'éteindre. Ce n'est pas parce que vous ressentez de la colère que vous êtes obligé de vous mettre en colère. Vous allez pouvoir d'ailleurs très souvent vérifier que quand vous reconnaissez la colère, que vous décidez de vous occuper du besoin qui est derrière, la colère s'en va. Elle a joué son rôle de signal. Si je suis triste et que je repère le besoin qui n'est pas satisfait, je décide de m'occuper de ce besoin, la tristesse va se dissoudre. Prenons l'exemple, vous perdez quelqu'un de cher, vous perdez un conjoint. Hein, le conjoint, il comblait un certain nombre de vos besoins en général. Hein, sécurité, sexualité, éventuellement nourriture et travail, amour affectif, communication, il s'occupe des 7 besoins, conjoint. Alors si en plus il était assez exclusif, il disparaît. D'un seul coup, vous vous retrouvez en face d'un vide pour vos besoins. C'est normal que vous soyez triste, voire en colère, si c'est par accident par exemple, c'est normal. Mais une fois que vous avez compris que sa mort c'est sa vie, et que vous allez vous occuper de vos besoins fondamentaux, vous allez avoir la surprise de constater que votre tristesse, elle s'estompe. Ah, les gens ne comprennent pas forcément qu'on puisse ne pas être triste longtemps après avoir perdu quelqu'un de cher. C'est simplement qu'on a compris que sa mort, c'était sa vie, et que nous, on allait vivre la nôtre. La peur, c'est du même ordre. Si vous avez peur, que vous arrivez à repérer l'origine de cette peur, ou bien vous la respecterez, puis vous n'irez pas au-delà du risque, vous n'irez pas vers le risque, ou bien vous saurez que cette peur, vous pouvez l'affronter. Bon.
à ce moment-là, elle se dissout, ou en tout cas, vous pourrez la dominer. Bon. La douleur, c'est pareil. On s'aperçoit que quelqu'un qui accepte sa douleur, qui accepte la signification de sa douleur, la douleur s'estompe. Et on a rarement besoin d'utiliser la morphine à des malades cancéreux qui rentrent dans une démarche d'évolution et d'acceptation de leur mort. Alors ça, j'ai pu observer ça à diverses reprises. Problème, depuis que vous êtes tout petit, et moi c'était pareil, on vous a dit, la joie ça fait désordre, calme-toi un peu, pas d'exubérance. La colère aussi ça fait désordre, ça ne se fait pas. La tristesse, on est grand, on pleure pas. Les filles encore, bon, mais les garçons, sûrement pas. La peur, quand même, à ton âge, tu vas pas avoir peur. Et puis la douleur, t'es grand. Donc depuis que vous êtes tout petit, on vous a coupé vos signaux. On vous a empêché d'écouter les signaux légitimes. Mais un signal, c'est pas parce que vous l'avez coupé que derrière ce qu'il signifie s'en va. Bien au contraire. Si vous n'allez pas rechercher la cause de la manifestation du signal, eh ben il va s'amplifier. Et qu'est-ce que ça va donner, les émotions qui s'amplifient? Eh bien la colère, ça vous donne de l'agressivité. La tristesse, ça vous donne de la dépression. La peur, ça vous donne de l'angoisse. L'agressivité, c'est de la colère qui ne s'exprime pas, qui n'est plus adaptée. L'angoisse, c'est de la peur de tout, qui n'a plus de support. Et la dépression, c'est la tristesse de tout. On ne sait plus de quoi on est triste. Et puis la douleur, qui n'a pas été écoutée, ben ça donne de la maladie. À force de ne pas écouter la symbolique de l'organe qui souffre, et dans ce sens-là, le corps nous exprime symboliquement le besoin qui n'a pas été satisfait, eh ben il tombe malade. Et la maladie est expression d'un besoin qui n'a pas été bien vécu. Et pourquoi je dis se guérir une histoire d'amour? C'est parce que quand vous guérissez, en fait, c'est que vous avez reconnu le besoin ou les besoins qui étaient derrière l'expression de la maladie et que vous vous en êtes occupé. Donc vous vous êtes aimé. Enfin, vous avez compris ce que c'était que de s'aimer soi-même et donc vous pourrez aimer les autres comme vous vous aimez vous-même. Alors, le fait de vous avoir privé de vos émotions, et on n'est pas les seuls, je peux vous le dire, parce que quand vous voyez la société dans laquelle on est, c'est une société d'agressifs, de dépressifs, d'angoissés et de malades. Le trou de la sécurité sociale, il n'est pas prêt de s'arrêter. Tant mieux pour les pharmaciens, au moins pendant un certain nombre d'années. Mais moi, j'ose espérer que ça ne durera pas, parce que c'est quand même un petit peu triste. Ça a permis, ceci, le fait de vous couper de vos émotions, à une autorité extérieure de vous dire ce qui était bien pour vous. C'est l'autorité religieuse, l'autorité parentale, l'autorité politique. La religion, elle vous dit, moi je sais ce qui est bien pour toi, si tu fais bien comme je te dis, tu iras au paradis, si tu ne fais pas bien, tu iras en enfer. Mais le problème, c'est que ce n'est pas forcément la même chose pour tout le monde. Et puis curieusement, c'est pas souvent ce qu'on nous impose qui nous correspond le mieux. Et bien à ce moment-là, où on respecte nos émotions et on les retrouve, et puis on envoie balader les autorités extérieures, sauf dans ce qui nous convient, bien entendu, ou alors on tombe malade, dépressif, agressif, angoissé. La principale tâche que je vous invite à parcourir, c'est de vous recentrer sur vos besoins fondamentaux, de vous remettre à l'écoute de vos émotions, d'aller au bout de vos désirs en les confrontant à vos émotions. On n'est pas obligé de passer à l'acte forcément pour n'importe quel désir, il suffit déjà de visualiser. Quelles émotions je ressens quand je suis dans la situation de ce que je veux faire une fois accompli? Est-ce que je suis bien? Ou est-ce que j'ai la tristesse, de la colère, de la peur et tout ça? Le problème de la peur, c'est qu'on nous a tellement habitués à avoir peur, ne serait-ce que de l'enfer, peur des autres, peur de la terre, peur des virus, peur de la maladie, peur de tout. C'est qu'on a du mal à décoder quelle est la bonne peur, celle qui est vraiment légitime, celle qui montre qu'il y a un danger, et la peur qui est peur de tout et n'importe quoi, l'angoisse en fait. Et ça, on ne peut pas faire l'économie de l'expérience. C'est-à-dire, j'ai peur de quelque chose, je ne suis pas sûr d'avoir raison,
puisque je ne suis pas sûr, je vais passer à l'expérience. Et l'expérience me dira si c'était une peur justifiée ou pas. Et progressivement, je saurai reconnaître quelle est la bonne peur. Et puis je fais confiance à ma conscience reliée à la conscience superlumineuse. Elle saura m'arrêter à temps, à partir du moment où je le vis consciemment, ce que je vis, pour ne pas avoir des dégâts irréversibles. À partir de ce moment-là, il n'y a pas de mauvais événements. Il n'y a que des bonnes ou des mauvaises façons de prendre n'importe quel événement. Tout est expérience. Et tout est expérience d'amour, puisque en respectant mes besoins fondamentaux, je deviens quelque chose de l'ordre de l'amour inconditionnel et je rayonne autour de moi de cet amour inconditionnel. Et là, je suis parfaitement guéri. Je vous remercie de votre attention.